Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire, le troisième webinaire de la série aujourd'hui, les étapes pour planifier sa succession. Alors aujourd'hui, je suis accompagné de Maître Éric Lavoie. Alors aujourd'hui, on va parler en fin de compte de tout le côté successoral. On va parler aussi un peu du non parental, donc plein de différents sujets. On va vous inviter aussi à poser vos questions en cours de route. Mais tout d'abord, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Nicolas Saman. Je suis le vice-président au développement des affaires chez Féric. Et pour ceux qui ne connaissent pas Féric, eh bien, nous sommes un OBNL en services financiers dédié au monde du génie au Québec. Notre mission est d'accélérer l'autonomie financière des professionnels en génie. Ce statut de BNL nous permet bien sûr de réinvestir les profits au profit de notre clientèle, d'offrir des solutions de placement extrêmement concurrentielles et bien sûr avoir un service à la clientèle leur part. C'est toujours quelque chose que l'on vise à avoir. Comme on vous a dit au début, on travaille dans le monde du génie, donc que ce soit les étudiants en génie, les diplômés en génie ou les ingénieurs sont au cœur de ce qu'on fait. Et bien sûr, on s'occupe aussi de tout ce qui les entoure, que ce soit parents, grands-parents, conjoints, conjointes, enfants, ainsi que leur entreprise. Donc, on est capable de ratisser extrêmement large dans tout le monde du génie québécois. Pour toute personne qui n'est pas encore client chez Féric, qui serait intéressé, on a quelques petites promotions à vous partager, donc j'en profite comme je vous ai tous attentifs. Jusqu'à la fin du mois, toute personne qui devient client chez Féric pour la première fois pourra avoir ou recevra un HomePod gratuit à l'ouverture du compte une fois qu'un certain montant y est déposé. Et aussi, pour toute personne qui est déjà client ou qui va devenir client et qui vont effectuer des transferts jusqu'au 14 décembre prochain, eh bien, il y a une prime jusqu'à concurrence de 3 500 $ qui pourrait être offerte en transférant. Donc, on parle bien sûr ici de REER, de CELI, de compte non enregistré. Donc, toute l'information à ce sujet de cette promotion, elle est en cours. Donc, ce n'est pas une promotion pour nouveaux, mais bien sûr pour tous les clients futurs et actuels de Féric. Bien sûr, ce webinaire est en partenariat avec Genium 360. Alors, si vous n'étiez pas au courant, la dernière étude ou rapport d'enquête sur la rémunération des professionnels en génie du Québec, elle est maintenant disponible. C'est la 33e édition. Près de 9000 ingénieurs y ont répondu. Et si vous voulez vous la procurer, eh bien, il y a un code promotionnel actuellement jusqu'à demain, 11h59 le soir. Vous pourrez avoir un rabais de 25 pour vous la procurer avec le code REMUN, R-E-M-U-N 25. Sachez que si l'année prochaine, vous décidez de participer à l'enquête salariale, eh bien, vous recevez ce rapport complètement gratuitement. On voudrait aussi remercier notre partenaire média, La Presse, pour nous permettre de faire en fin de compte ces webinaires avec vous et d'en faire la diffusion. Donc, beaucoup de monde le savent déjà et on a déjà reçu des questions, donc merci beaucoup d'avance. Donc, si vous en avez au cours de la présentation, vous pouvez nous les envoyer. Nous allons essayer de répondre au plus grand nombre de questions possible, mais on verra en fin de compte le temps que l'on a. Et puis, si on n'est pas capable, on va vous répondre aux questions par la suite via courriel. Maître Lavoie a été gentil de permettre de nous répondre, de nous aider à répondre aussi aux questions à ce niveau-là. Avant de passer la parole à Maître Lavoie, notre petite mise en garde, comme d'habitude. Ici, c'est une présentation d'informations, donc il n'y aura pas de conseils à ce niveau-là. Il peut y avoir des recommandations, des points importants ou des drapeaux rouges qu'on va vous soulever. Mais quand il y a des questions très spécifiques, que ce soit en comptabilité, fiscalité ou en droit, on vous invite toujours à parler avec les professionnels adéquats à ce niveau-là. Sans plus tarder, Maître Lavoie, la parole est à vous. Merci beaucoup, Nicolas. Merci d'être avec nous cet après-midi. Donc, c'est un immense plaisir d'être ici. On va parler de conseils pour un règlement de succession. Donc, on va couvrir un peu large. On l'a divisé en sections pour essayer de répondre peut-être à des questions un peu plus pointues, mais gênez-vous pas, sincèrement. Vous avez un notaire gratuit pendant 1 heure. Profitez-en, écrivez-nous vos questions. Ça fera plaisir d'y répondre, soit tout de suite, soit par courriel éventuellement, là, si jamais il y a quoi que ce soit. Donc, première chose dont je veux parler avec vous, c'est la planification testamentaire. La planification testamentaire, on en parle beaucoup. Petite mise en garde sur laquelle je veux commencer à parler, c'est quoi? C'est attention aux contradictions. Nicolas, tu le sais probablement, ce qu'on signe dans notre vie à tous les jours, ça a un impact dans notre règlement de succession. Et donc, il faut avoir toujours une approche intégrée quand on parle d'une planification testamentaire. Donc, en bref, ce que je vous dis, c'est quand vous allez chez votre notaire, le notaire devrait toujours vous demander une copie des documents. Exemple, une convention entre actionnaires si vous avez une société. Avez-vous signé une convention entre unions de fait, une convention de vie commune, votre contrat de mariage? Est-ce qu'il y a des fiducies testamentaires, pas testamentaires, mais des donations fiduciaires créées du vivant
qui existent. Mhm. On va vous demander votre livre de minutes de société également. Donc, en bref, on veut regarder, lire ces contrats-là pour voir s'il n'y a pas un impact possible, finalement, au moment de votre décès sur le règlement de la succession. Ouais. Donc, il faut avoir ça pas loin. Puis, inquiétez-vous pas, quand le notaire vous demande tout ça, c'est pas une curiosité malsaine, c'est qu'on en a besoin pour voir, bien, regardez, avec la convention d'actionnaire que vous avez signée, ça se pourrait qu'il y ait une clause à l'intérieur qui prévoit qu'au moment de votre décès, bien, automatiquement, votre coactionnaire peut racheter vos parts dans la société. Donc, la succession n'a pas le choix de racheter. Donc, en bref, moi, je dois le savoir, je dois être capable de le lire, parce que si vous me dites, Maître Lavoie, je voudrais léguer mes actions de la société à mon enfant, bien, en lisant la convention d'actionnaire, je vais être capable de vous dire, ben non, c'est pas possible. Hein? Les actions vont être rachetées automatiquement, soit avec une assurance vie qu'il y a dans la société ou autrement, et votre enfant ne pourra pas hériter des actions, mais il va recevoir de l'argent en bout de piste. Même chose pour un contrat de mariage. Certains contrats de mariage vont prévoir des clauses de donation au moment du décès. Pas toujours au dernier vivant les biens. Des fois, c'est un montant d'argent qui est prévu, hein, des meubles, par exemple, quoi que ce soit d'autre. Donc, on va être capable de le lire pour faire une approche qui est vraiment intégrée. On va le voir tout à l'heure, mais ce qu'on veut aussi avoir, c'est un bilan de votre situation économique. Je ne peux pas faire une bonne planification testamentaire si je n'ai pas un bilan de votre situation économique. Bon, quand on fait des rencontres avec votre conseiller chez Féric, tant mieux, c'est parfait. Il a déjà ce bilan-là. On a déjà une bonne étape de franchie. Pourquoi je veux avoir le bilan? Regardez les impacts fiscaux au moment du décès. C'est la première chose qui est importante. Parce que, bon, oui, vous voulez léguer à vos enfants, mais probablement le moins possible au gouvernement. C'est pas qu'on n'aime pas ça, mais en bref, si on est capable de l'éviter, on va essayer de le faire le plus possible. Et on veut mettre les bonnes clauses aussi à l'intérieur de votre testament pour être sûr que, par exemple, on ait droit à un roulement fiscal, qu'on puisse transférer des biens sans impact fiscal, pour être certain que ça soit clair. Parce qu'on s'entend, là, au moment de votre décès, je sais que ça va être clair ce que je vais vous dire, mais vous n'êtes plus là pour nous expliquer votre volonté. Il faut donc que le testament soit clair, net et précis. Et justement, le notaire est là pour s'assurer que juridiquement parlant, vos volontés tiennent la route. Je sais que vous pouvez faire un testament holographe écrit au complet de votre main, signé, daté. Vous pouvez en faire un devant témoin. Bon, vous allez me dire que je prêche pour ma paroisse, mais c'est sûr qu'un testament holographe, toujours sujet à vérification, hein, soit devant le notaire, soit devant le tribunal. Il y a des frais supplémentaires afférents à ça. On ouvre grand la porte à contestation. C'est sûr que le testament notarié qui a 10 pages, puis votre testament holographe qui en a une ou deux, il manque des petits bouts à l'intérieur. C'est possible qu'il manque des choses. Exactement, qui font en sorte que, bon, j'ai une mauvaise interprétation de vos volontés ou il y a des clauses légales ou fiscales qui n'y sont pas, qui peuvent amener des problématiques. Une des choses dont je voulais parler avec vous, c'est la différence pour certains types de legs. Hein? On parle de legs particuliers versus d'un legs universel. Bon, la grosse différence dont je veux parler avec vous aujourd'hui, c'est qu'un légataire particulier, je lègue ma table, je lègue ma chaise, je lègue 100 000 je lègue ma maison, je lègue mon chalet, ça, c'est un legs particulier. J'ai ciblé un bien ou un montant d'argent et je veux le léguer à une personne en particulier, je l'ai ciblé. Selon la loi, c'est pas un héritier, c'est un créancier dans la succession. Ça veut dire quoi? C'est comme si Nicolas arrivait en me disant « Hey, tu me dois 100 000 c'est prévu dans le testament, comme s'il y avait avec une facture, et bon, moi, je dois le payer à ce moment-là. » Pourquoi je vous en parle? C'est que, dépendamment du type de legs, ça peut avoir un impact justement sur l'assumation de certaines dettes. L'exemple frappant, c'est quoi? Bon, je lègue ma résidence secondaire. Prenons pour acquis là, que ma résidence secondaire, mon chalet est ma résidence secondaire pour les fins fiscales. Donc, je lègue ma résidence secondaire à mon conjoint au jour de mon décès. Là, ça me permet de vous dire que quand je lègue des biens à un conjoint ou à une conjointe, y compris un conjoint de fait après 1 an de vie commune, je peux lui transférer des biens au jour de mon décès sans impact fiscal. C'est un roulement fiscal qu'on appelle. Ça veut dire quoi? Bien, je prends le chalet, je le transfère le titre de propriété à mon conjoint, il n'y a pas d'impôt à payer. Quand je dis roulement, c'est une roue qui tourne. Hein? Ça veut dire quoi? C'est que le jour où mon conjoint va vendre la maison, là, l'impôt va être payé au complet, comme si le conjoint était propriétaire depuis toujours. Mais en bref, au moment du décès, il n'y a pas d'impact fiscal. Deuxième exemple, mon fameux chalet là, que je qualifie de résidence secondaire au sens fiscal, je veux le léguer à ma fille. Parce que ma fille, c'est elle qui va au chalet, ma conjointe ne veut rien savoir de tout ça. Je lègue à titre particulier mon chalet à ma fille, point. Je lègue tous les résidus de mes biens meubles et immeubles à ma conjointe, laquelle je nomme ma légataire universelle. Là, qu'est-ce qui se passe? Le chalet s'en va à la fille. Donc, est-ce qu'il y a un roulement fiscal? Non. Hein? Il y a de l'impôt à payer. Donc, la loi fiscale dit, bien, vous êtes présumé avoir vendu votre chalet la veille de votre décès. Comme si la dernière chose que vous aviez faite avant de mourir, c'est quoi? C'est de vendre votre chalet. Si vous l'avez fait, comme c'est une résidence secondaire, il y a un impact fiscal. Il y a un gain en capital à payer. Je lègue mon chalet à ma fille, point. Je laisse tout le reste à ma conjointe. Qui va assumer l'impact fiscal dans un cas comme celui-là? C'est la conjointe. Quand je dis je lègue tout le résidu de mes biens meubles et immeubles, bien, c'est l'actif et le passif. Et comme c'est moi qui est présumé avoir vendu mon chalet la veille de mon décès, c'est une dette fiscale qui appartient à la succession, donc au défunt,
Ça serait donc la conjointe dans cet exemple-là qui assumerait l'impact fiscal. Et non pas la fille. Et non pas la fille. Donc, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Donc, le rôle du notaire, hein, prenez-le comme un guide. Hein. Moi, je ne vous demanderai pas, bon, dites-moi ce que vous voulez, là, puis je vais l'écrire. Je vais vous poser des questions, on va regarder les impacts fiscaux. Fait que si vous me dites, ben, je veux léguer le chalet à ma fille, ben, voulez-vous que ce soit votre fille qui assume l'impact fiscal? Ben oui, tu sais, je lègue le chalet, c'est bien elle qui va payer l'impôt. Je dois le préciser dans le testament. Je lègue à titre particulier mon chalet à ma fille, à charge pour elle d'assumer tout impact fiscal relié au transfert de la propriété à son nom au jour du décès, notamment pour gain en capital. Là, le legs particulier, là, c'est elle qui assume l'impôt. Ça protège ma conjointe. Ça protège la conjointe, puis ça évite des fois des chicanes. Je ne suis pas sûr que c'est ça que ton père voulait, etc. Non, si la conjointe est vraiment la mère de l'enfant, ça peut amener d'autres complications. Et là, je poursuis l'exemple. Sur le chalet, il y a une hypothèque. J'avais emprunté de l'argent pour être capable d'acheter mon fameux chalet. Donc, ils m'ont prêté de l'argent. La banque l'institution financière a mis une hypothèque sur la résidence. Je lègue à titre particulier mon chalet à ma fille, tout le reste à ma conjointe. Qui paye le prêt hypothécaire? C'est encore la conjointe. Oui. Hein? Pourquoi? La maison, pas le prêt. Exactement, c'est en plein ça. L'hypothèque, c'est une garantie que la banque met ou l'institution financière met sur l'immeuble. D'un coup, vous ne payez pas, on peut la récupérer. Mais la dette, c'est quoi? C'est la convention de prêt que vous avez signée avec votre banque. Donc, automatiquement, qui en est responsable? La succession. C'est qui la succession? Le légataire universel. Donc, si je veux léguer mon chalet à ma fille, que ce soit elle qui assume l'impact fiscal et la dette, ça doit être précisé clairement à l'intérieur du testament. Sinon, c'est le légataire universel qui absorbe et qui paie ces dettes-là à ce moment-ci. Autre point sur les légataires particuliers, bien, je sais que tu vas me poser la question, là, je le vois sur le bout de tes lèvres, mais c'est que si je paye des legs particuliers dans un testament, exemple, je lègue 100 000 à Nicolas, je lègue 200 000 à Kevin, peu importe, là, j'en énumère des montants. Je fais ça en date d'aujourd'hui. Mon patrimoine le permet. Mais là, là, je deviens inapte. Je ne peux plus changer mon testament. Je paye mon centre d'hébergement à 10 000 par mois et là, mes avoirs diminuent. Mais la loi dit quoi? On paye les créanciers en premier, on paye les légataires particuliers en deuxième. Ce qui reste. Ce qui reste, ça vaut légataire universel. S'il n'en reste plus parce que j'ai trop fait de legs particuliers, bien, il n'y en a plus pour le légataire universel. Donc, souvent, on va peut-être privilégier des legs à pourcentage, exemple, pour éviter justement ce genre de situation-là. Parce que si mon Dieu, 100 000, on n'a pas dit dans quel compte le prendre. Fait que ça se peut qu'on soit obligé de décaisser des besoins enregistrés pour faire le leg, puis se marquer brut ou net. Donc là, il y a tout l'impact fiscal aussi qui embarque là-dedans. Oui, exactement, c'est en place. Ça fait qu'il faut être précis, puis il faut être capable de se dire, bien, parfait, le testament, là, je le fais pour une période de peut-être 5 ans, je le fais pour une période de 10 ans. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de le refaire au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, mais il faut avoir ça à l'esprit. Et on pourrait se dire aussi, bien, si jamais dans 10 ans, je suis inapte, puis je ne peux plus le changer, bien là, il faut que le testament tienne la route aussi. Je parle de lecture du testament brièvement parce que j'ai eu plusieurs cas dans les dernières semaines à ce propos-là. La lecture du testament n'est pas obligatoire. On a toujours l'image d'un film, là, quelqu'un décède, on va chez le notaire a une grosse poche d'argent, on met ça sur le comptoir, la vie est belle, on distribue. Ça ne marche pas comme ça, on va parler des règlements de succession tantôt. Mais tout ça pour vous dire que qui a le rôle, qui a la responsabilité finalement d'informer les héritiers de ce qu'ils reçoivent, c'est pas le notaire. C'est le liquidateur de la succession. OK? Et comme la lecture du testament n'est pas obligatoire, à moins que vous mettiez une clause dans votre testament à ce propos-là, bien, si le liquidateur dit « Hey, je comprends pas, Éric, il a légué 100 000 à Nicolas. C'est qui ce Nicolas-là? » Je ne dirais pas. Qui hérite de 100 000. Puis moi, bien, comme je suis le seul héritier puis seul liquidateur à part ce 100 000-là, si je ne dis pas j'ai 100 000 de plus dans mes poches, toi, tu n'es pas au courant parce que je t'en ai pas parlé. Exact. Fait en bref, pas moi qui vais appeler Nicolas. Les gens pensent que le notaire a cette obligation-là, mais non, c'est le liquidateur qui l'a. Et si le liquidateur vient me voir en me disant, ben, la voir, là, vous, la seule chose que je veux que vous fassiez, c'est des recherches testamentaires puis transférer la maison, c'est tout. Mon rôle s'arrête là, puis je ne l'aviserai pas. Donc, si vous avez un testament et vous voulez léguer des biens à titre particulier, par exemple, et vous voulez être sûr là, que le liquidateur va leur remettre, que tout le monde va être au courant, vous mettez une clause de lecture obligatoire dans le testament et on est sûr que tout le monde a la bonne information, puis on est sûr que le liquidateur va suivre les règles de la loi. J'ai mis renonciation sélective pour les couples mariés. Je vais en parler un petit peu plus loin, mais c'est une clause qui peut être importante à l'intérieur d'un testament. Pourquoi? Je vous le dis tout de suite. Quand on est marié, le mariage se dissout par le divorce ou par le décès de l'un des deux conjoints. Donc, dès qu'un des deux conjoints décède, puis ça, c'est un jugement de la Cour d'appel qui est venu le confirmer, il faut faire comme si je m'étais divorcé la veille de mon décès. Ça en passe des choses la veille de mon décès, l'impôt qui arrive, c'est ça la lumière au bout du tunnel, là, le divorce présumé qui arrive. En bref, il y a ça qui arrive. Donc, je pourrais mettre dans un testament une clause qui dit, écoute, moi, je ne veux pas qu'il y ait de calcul de patrimoine familial. Je ne veux pas qu'il y ait de calcul de régime matrimonial. Je veux léguer mes choses selon ce qui est dans mon testament. Donc, je pourrais mettre une clause disant,
ma conjointe, Oui. je te lègue des choses, mais à condition que tu renonces, c'est ça, renonciation sélective, à tous les droits que tu pourrais avoir dans le patrimoine familial ou dans un régime matrimonial. Si mon testament prévoit que je lègue tout à ma conjointe, on s'en fout de cette clause-là. Hein? Elle ne réglera pas le divorce avec elle-même. Mais si ce n'est pas le conjoint le seul héritier, il faudrait mettre ce genre de clause-là. Sinon, je parlais du bilan tout à l'heure, mais c'est sûr, je veux savoir, avez-vous des REER, par exemple, ou des FER après 71 ans? Toujours les impacts fiscaux que je veux regarder avec vous. Hein? Le roulement fiscal des REER, on le sait. Si je transfère ou je lègue mes REER à mon conjoint ou à ma conjointe, y compris un conjoint de fait après un an de vie commune, il y a roulement. Ça veut dire quoi? Je prends l'argent de mes REER, je les transfère dans les REER de ma conjointe, il n'y a pas d'impôt à payer, puis même s'il n'y a plus de place, elle, dans ses cotisations, c'est pas grave. On le transfère, ça s'ajoute à ses REER. Donc, si vous me dites, je veux léguer un petit quelque chose à mon conjoint, bien, ça peut être mieux que ce soit les REER pour éviter un trop gros impact fiscal au moment du décès à ce moment-ci. Les CELI, c'est un peu différent. Pourquoi c'est un peu différent pour les CELI? C'est que je pourrais mettre une clause à l'intérieur du testament pour transférer les CELI à ma conjointe ou à mon conjoint au jour de mon décès. Ce n'est pas nécessairement pour éviter un impact fiscal, c'est pour être capable de prendre mes CELI, les transférer dans le CELI de mon conjoint ou ma conjointe sans affecter les cotisations maximales que le conjoint peut faire année après année. Et ça, ben, cette année-là, si j'ai 100 000 dans mon CELI, ma conjointe a déjà 100 000, elle se retrouve avec un CELI de 200 000, puis elle peut cotiser son plein montant. Les délais sont courts souvent que les mamans aussi. C'est 30 jours là, pour pouvoir faire la documentation. Donc, c'est plate, il faut aller vite. Oui. Puis on est en train de, des fois, vivre notre deuil, mais il y a des choses qu'il faut qu'ils bougent vite et c'est un peu frustrant, mais c'est la réalité de la vie. C'est la réalité de la vie. Puis, tu sais, si vous voulez prendre des notes, ceux qui prennent des notes, c'est le fameux RC 240, qui est le formulaire dont tu parles. Oui. Je le dis parce que c'est pas toutes les institutions financières, c'est pas toutes les planifications. Je sais que vous le savez, là, parce qu'on fait des dossiers ensemble, mais c'est pas tout le monde. Fait que le RC 240, c'est le formulaire à compléter rapidement dans les 30 jours pour le transfert sans affecter les cotisations maximales. J'ouvre une parenthèse tout de suite. Si votre testament, vous l'avez fait il y a un bout de temps, les CELI n'existaient pas, il n'y a pas de clause particulière à l'intérieur, c'est pas grave. Vous pourriez compléter ce formulaire-là puis bénéficier quand même du transfert d'un CELI à l'autre. Mais si vous faites votre testament aujourd'hui, vous le modifiez, c'est sûr que le notaire devrait vous poser la question. On va faire le tour avec vous aussi des assurances-vie. Moi, je veux surtout savoir, avez-vous mis un bénéficiaire désigné sur vos produits d'assurance-vie? Pourquoi je veux savoir ça? Bien, si vous avez mis un bénéficiaire désigné, le chèque s'en va directement au bénéficiaire, peu importe ce qui est dans le testament. Ça ne fait pas partie des actifs de la succession. Fait que moi, je vais être sûr que vous avez de la suite dans les idées. Hein, ça fait 1 heure que vous me dites que Jean, c'est l'homme de votre vie, il est donc bien incroyable. Je regarde le produit d'assurance, puis c'est Paul le bénéficiaire. Soit j'ai rien compris depuis 1 heure, ou c'est qui Paul? C'est mon ex-conjoint de fait. Bien, si c'est ton ex-conjoint de fait, vous me dites, hey, je viens de voir parce que justement, je vais être sûr que Jean hérite de tout. Bien, même si mon testament prévoit que c'est Jean qui hérite de tout, si tu laisses Paul, c'est Paul qui va avoir l'assurance vie. Donc, il faut modifier l'assurance vie ou le bénéficiaire pour être sûr qu'on ait de la suite là-dessus. Idéalement, je ne veux pas voir d'enfant mineur comme bénéficiaire désigné d'un produit d'assurance vie. Pourquoi? Si je mets l'enfant mineur, le chèque est fait directement à son nom. Et si le chèque est de plus de 40 000 l'émetteur du chèque, la compagnie d'assurance vie, a l'obligation d'aviser le curateur public du Québec avant d'émettre le chèque pour créer un conseil de tutelle formé de la famille paternelle et maternelle de l'enfant. Et donc, ça fait toutes les clauses qu'on a mises dans le testament ne pourront pas s'appliquer à ce montant-là. Tu sais, les clauses dans le testament qui disent il y aura l'argent à 30 ans, puis on pourra l'utiliser pour telle chose, je ne peux pas. L'argent ne fait pas partie de l'actif de la succession. Le chèque a été fait directement à son nom. Donc, qui va gérer cet argent-là? Le tuteur. Donc, le parent qui reste, et des fois, ça accroche les gens, parce que le parent qui reste, c'est l'ex, avec qui on a plus ou moins de contact ou avec qui ça va plus ou moins bien. Donc, on ne veut pas que ce soit l'ex qui gère avec la belle famille qui surveille tout ce beau monde-là. Et le pire, c'est qu'on donne tout l'argent à 18 ans à l'enfant, et là, il fait ce qu'il veut avec. C'est pas nécessairement ça. Et l'autre point que les gens ne pensent pas souvent, c'est que l'argent est gelé jusqu'à 18 ans, sauf des circonstances exceptionnelles. Fait que moi, j'ai des clients des fois qui me disent à Maître Lavoie, où j'ai pris une assurance vie de 200 000, j'ai mis mon fils comme bénéficiaire parce que je le sais, il va être dans la Ligue nationale de hockey. Puis je vais être sûr qu'il y a l'argent nécessaire pour ses patins et tout ça, de toute sa jeunesse. Mais malheureusement, cet argent-là, si tu as mis ton fils mineur comme bénéficiaire, l'argent va être gelé jusqu'à 18 ans, puis elle ne pourra pas servir à payer ça. Je dis, OK, mais ça peut être des études, peu importe. Donc, il faut être sûr, dans ce cas-là, on va mettre comme bénéficiaire succession ou héritier. Qui va recevoir le chèque? La succession. Qui gère la succession? Le testament. Puis le testament va dire que c'est l'enfant qui reçoit l'argent, géré par Nicolas, jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de X. Puis l'argent, on peut l'utiliser pour le hockey, pour payer les dépenses d'études, etc. Donc, on va faire le tour de tout ça. REA, les régimes enregistrés d'épargne-études, même principe. On va poser la question,
Surtout parce que dans le testament, je ne peux pas changer le bénéficiaire. Le bénéficiaire, ça Non. restera toujours l'enfant. L'enfant, oui. Ce qu'on peut modifier ou préciser dans le testament, c'est le souscripteur. Hein? Donc, moi, j'ai des enfants, je suis le souscripteur, j'ouvre un REA pour mes enfants. Bonne idée d'ailleurs, parce que le gouvernement donne des subventions, etc. Et donc, au moment de mon décès, c'est moi le souscripteur. Le souscripteur est décédé. Je dois décider c'est qui le souscripteur remplaçant. Et faites attention à une chose, parce que le souscripteur, et malheureusement, je l'ai vécu dans plusieurs dossiers, le souscripteur peut aller retirer les cotisations qu'il a mis. On perd les subventions du gouvernement. Ben, exactement. Capital, ça nous appartient. C'est ça, je retire le capital. Et je l'ai vu dans des dossiers où les gens qui n'étaient pas nécessairement les parents des enfants ont dit, ben écoute, ces enfants-là ne m'appellent même plus, ils ont reçu un héritage, ils n'ont pas besoin du REA. Moi, j'en ai besoin, je retire le capital, les subventions sont perdues, c'est pas grave, et les enfants ont perdu leur REA. Donc, souvent, dans le testament, on va prévoir quoi? Je vais nommer les enfants eux-mêmes comme souscripteurs, mais représentés par quelqu'un de confiance pour la gestion du régime. Comme ça, si les enfants ne vont pas à l'école, qui récupère le capital? Le souscripteur. Donc, on est sûr que les enfants vont pouvoir toucher à cet argent-là. C'est un couple, un n'est pas là, l'autre reste pareil, souscripteur, Oui. c'est pas là. C'est plus des fois des grands-parents qui font le régime épargne-études. On le voit souvent. Oui. Qui va être la personne qui va le remplacer? Oui. C'est le parent la plupart du temps, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Ça peut être quelqu'un d'autre, en effet. Là. Puis des fois, bon, il y a des ruptures plus houleuses. Oui. Fait que je ne veux pas que ce soit l'ex qui gère le REA et ainsi de suite. Donc, en bref, on peut le prévoir à l'intérieur du testament. J'ai mis des petites mentions pour la nomination de liquidateur parce qu'on avait reçu des questions là, suite à des capsules qu'on avait, qui sont en ligne d'ailleurs, je pense. Oui. Donc, quand on prévoit un liquidateur, on peut le rémunérer. D'ailleurs, c'est une bonne idée. C'est un travail être liquidateur. C'est beaucoup de travail. Et donc, si je le rémunère, n'oubliez pas que cette rémunération-là, elle est imposable. Comme elle est reliée à un travail, à une charge, le liquidateur devrait le déclarer finalement et le mettre dans son rapport d'impôt. Vous allez me dire, le gouvernement ne le saura jamais. Mais c'est sûr qu'il le sait. Hein? Quand on règle une succession, on doit envoyer une copie du testament aux deux paliers de gouvernement pour déterminer qui est le liquidateur. Donc, ils font des fois des vérifications comme ça au hasard. Et si vous ne l'avez pas déclaré, bien, fausse déclaration, pénalité et intérêt, ça peut être problématique à ce moment-là. Même chose, si vous nommez deux liquidateurs, les décisions se prennent à l'unanimité, main dans la main, les liquidateurs prennent les décisions ensemble. Donc, les deux chez le notaire, on signe, les deux chez le comptable, on signe, les chèques sont signés à deux, etc. Fait qu'il faut choisir des gens qui s'entendent relativement bien. Idéalement, même avec les DocuSign et autres méthodes de signature à distance, pas un à Chicoutimi, puis l'autre ici à Montréal, ça peut être un peu plus complexe. Donc, il faut bien choisir les gens qu'on va nommer à titre de liquidateur de la succession. Même chose pour les pouvoirs. Est-ce que je veux donner tous les pouvoirs au liquidateur? Oui. Est-ce qu'il peut vendre les biens? Est-ce qu'il peut les hypothéquer, etc.? Donc, je pourrais limiter les pouvoirs dans certains cas pour justement être sûr que la succession se règle comme on le veut. Et n'oubliez pas les remplaçants. Hein? Si j'ai nommé la première personne, ça se peut qu'elle démissionne, qu'elle refuse d'agir, qu'elle soit décédée elle-même au jour de votre mort. Donc, ça nous prend des remplaçants. Idéalement, j'aime bien avoir 3 noms à l'intérieur d'un testament pour être sûr qu'il y a toujours au moins une personne qui agit à ce titre. Je me rappelle quand j'ai fait mon testament, puis c'est comme si toute ta famille part ensemble, puis tout le monde meurt. Oui. Là, tu te dis, mais là, rendu là, je ne sais plus qui nommer. Ouais. C'est ça, c'est la partie de la game en bon français. Oui, exactement. Tu sais, tantôt, je disais, il faut prévoir le testament au-delà de la. Tu sais, on le fait dans un horizon de 5 ans, 10 ans, mais aussi un horizon où, si je ne peux plus le modifier, ben, il faut prévoir qui hérite. Fait que oui, je vais toujours prévoir le scénario catastrophe. N'ayez pas peur, là, on va faire mourir tout le monde, mais de façon virtuelle dans le bureau. Mais si tu me dis, Nicolas, je veux toutes léguer à ma conjointe, oui, mais vous mourrez les deux en même temps, ben, aux enfants. Oui, mais il y a un de tes enfants qui est dans la voiture avec vous, vous décédez les 3. Est-ce que sa part va à ses propres enfants ou ça s'en va à son frère ou à sa sœur? Si vous décédez tout le monde ensemble, là, je vais toucher du bois, tu vas me dire, je ne l'inviterai plus, mais si tout le monde décède, ben là, je vais prévoir qui hérite. Si je prévois rien, ben là, c'est le code civil, moitié père et mère, moitié frère et sœur, sinon les frères et sœurs, neveux et nièces, etc. Il faut donc le prévoir dans le testament. Certains vont me dire, ma famille, j'ai plus de lien avec eux, j'aimerais mieux que ce soit une fondation, un organisme qui hérite. Je pourrais le prévoir. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, vous pourriez en parler avec vos planificateurs, mais de plus en plus, on va prévoir dans les testaments des dons, des dons philanthropiques pour des fins fiscales et aussi pour nos valeurs, respecter nos valeurs puis encourager finalement être j'allais dire pas un citoyen corporatif, mais un citoyen engagé. Oui. Donc, je pourrais prévoir des dons en action, on en a de plus en plus, qui donnent une déduction fiscale, donc un crédit d'impôt au moment du décès, pourrait diminuer notre impact fiscal, puis en même temps, on donne à une œuvre de charité. Fait que des fois, un don qu'on fait,
coûtera pas vraiment le 100 000 qu'on donne à l'organisme à cause du crédit d'impôt. Fait qu'on va dire, ben écoute, le coût versus le Ça, bénéfice, c'est pour c'est le intéressant. règlement de la succession, qu'on fait la déclaration d'impôt Oui, pour la succession. oui, toujours. De Oui. son vivant, Ben, de son on vivant. peut le faire aussi, On mais peut le ça n'a faire pas aussi. d'impact. Mais là, je parle d'un testament, exactement. Je vais faire la planification. Mettons, là, Nicolas vient me voir et il me dit, écoute, je veux tout léguer à mes enfants. Là, je vais regarder avec lui les impacts fiscaux. Je vais dire, écoute, tu vas te présumer avoir encaissé tes REER une seconde avant de mourir, vendu ton chalet, il y a un gros impact fiscal. On pourrait regarder qu'est-ce que ça donnait si on prévoyait un legs à un organisme dans ton testament. Est-ce qu'il y a un organisme que tu veux appuyer? Oui, un tel. Bien, parfait. Avec la situation que je vois présentement, si tu lui léguais tel montant, bien, ça coûterait réellement ta succession, pas le 100 000 que tu donnes, mais peut-être 40 000, peut-être 30 000, peu importe, avec le crédit d'impôt que ça pourrait amener. Donc, en bref, je donne une formation de 3 heures juste là-dessus. Là. Fait que là, j'en glisse un mot, mais vous pourriez en parler avec votre conseiller ou avec votre notaire. Des fois, ça peut être une bonne manière de faire ça. J'ai parlé un peu d'impôt avant qu'on parle de fiducie testamentaire. Hein. Ce qu'on donne à un liquidateur comme compensation, c'est imposable. Mais je veux revenir sur le fait que les héritiers, ce qu'ils reçoivent à la fin du règlement de la succession, c'est pas imposable. Même principe pour une assurance vie. Qu'il y ait un bénéficiaire désigné ou non, l'assurance vie qu'on reçoit, il n'y a pas d'impôt à payer là-dessus. Pourquoi? Là, je ne parle pas de l'assurance vie, mais je parle de la succession. Je l'ai dit tantôt, c'est le défunt qui est présumé avoir vendu tous ses biens, encaissé tous ses REER. Oui. Donc, dans son rapport d'impôt, bien, il va avoir c'est là que le gros morceau part au gouvernement, sauf si c'est le conjoint qui hérite. Oui. Mais sinon, si c'est quelqu'un d'autre que le conjoint, bien, il y a un gros impact fiscal. Donc, ce que je donne aux héritiers, c'est de l'argent sur lequel l'impôt a déjà été payé. Donc, les héritiers le reçoivent, ils le déposent dans leur compte bancaire, aucun impact fiscal, rien à déclarer à personne à ce moment-ci. Je voulais glisser un petit mot sur les fiducies testamentaires ou la fiducie testamentaire. J'ai fait un beau dessin. C'est pas une belle fusée qui s'en va, mais en bref, je collais avec le triangle et le petit signe de C'est piastre. classique, le triangle, on le connaît bien, oui. Exactement. Donc, en bref, la fiducie testamentaire, ce qu'il faut prévoir, c'est que savoir, c'est que dans un testament, je pourrais dire, bien, au lieu de léguer des biens à quelqu'un, je voudrais que les biens que je lègue, là, ici, j'ai mis de l'argent, mais ça pourrait être une maison, des actions dans une société ou peu importe, mais je voudrais que ça soit légué à une fiducie qui va être créée au jour de mon décès. Hein, c'est ça la distinction, parce que ça existe des fiducies, des donations fiduciaires créées du vivant. Fiducie familiale, fiducie de protection d'actifs. Là, on n'est pas dans le même principe, on parle d'une fiducie testamentaire. C'est donc dans votre testament que vous allez avoir prévu la création d'une fiducie. Comme le testament ne s'ouvre qu'au jour de votre décès, bien, la fiducie n'existe qu'au jour de votre mort. Tant aussi longtemps que vous n'êtes pas décédé. Elle ne se réunira pas. Exactement, c'est en plein ça. Et donc, le testament va prévoir que l'argent ou la part d'un héritier en question, au lieu de lui donner en main propre, c'est une fiducie qui va la détenir. Fiducie, dans la loi, on dit que c'est un patrimoine autonome et distinct. En bref, c'est un peu comme une compagnie. Hein? Donc, elle a son propre compte bancaire, sa propre entité, sa propre création. Et d'ailleurs, c'est quoi l'acte qui crée la fiducie? Je le répète, c'est le testament. Donc, oui, votre testament va être plus volumineux, va probablement coûter un peu plus cher, mais en même temps, au jour de votre décès, il n'y a pas de frais supplémentaires parce que ce qui crée la fiducie, c'est le testament en tant que tel. Donc, ce n'est pas les héritiers qui vont payer les frais de ça, c'est vous qui allez payer un peu plus cher à faire votre testament. Donc, en bref, pourquoi je ferais ça? Pourquoi je dirais, bien, je ne veux pas léguer l'argent directement à Nicolas, je veux que ça soit créé dans une fiducie ou transféré dans une fiducie? J'ai mis 2 objectifs, protection et contrôle. Première raison de protection, drogue, secte, alcool, handicap mentaux, handicap physique, peu importe, de quelque nature que ce soit. Mineur, oui, exactement, ça je veux dire, un enfant mineur, puis même des fois majeur, mais pas trop sûr que je vais y laisser à 18 majeur ans. en bas de 25 ans, des fois. Oui, Là, même des fois en bas de 30 ans. On dirait que ça augmente d'année en année, mais en bref, tout ça pour dire que je pouvais prévoir ça pour une fin de protection. Pourquoi la protection? C'est que c'est pas, je l'ai dit, c'est pas l'enfant qui est propriétaire de l'argent ou de la maison, c'est la fiducie qui en est propriétaire. Et la fiducie, pour qu'elle soit valablement constituée, bien, elle doit avoir un bénéficiaire. Fait que dans ce cas-là, c'est mon enfant, mais ça lui prend aussi des administrateurs. On les appelle les fiduciaires. OK? Et ces fiduciaires-là, des fois, à la blague, je dis que c'est un peu vos chiens de garde. C'est eux qui vont s'assurer de respecter ce que vous avez mis comme critère dans la fiducie. Donc, dans quelles circonstances l'argent peut être remis au bénéficiaire ou être utilisé pour le bénéficiaire? Hein, on comprend que je pourrais dire, bien, j'ai un enfant qui a certains problèmes de dépendance. Je ne veux pas le déshériter. Mais je ne veux pas non plus que tout l'argent que je lui lègue s'en aille dans drogue, alcool et autres. Donc, je vais lui donner sa part dans une fiducie. Je vais dire à mon fiduciaire, tu ne lui donnes pas de l'argent en main propre. Mais je veux m'assurer qu'il y a un toit au-dessus de sa tête. Tu pourrais même lui acheter un condo s'il y a assez d'argent dans la fiducie, mais ce n'est pas l'enfant qui va être propriétaire du condo ou de la maison, c'est la fiducie qui va en être propriétaire. Voilà. Je ne veux pas le mettre à son nom, qu'il le vende le lendemain, puis qu'il s'achète Dieu sait quoi avec cet argent-là de la vente.
Donc, le fiduciaire, il est là pour respecter vos volontés. La fiduciaire serait propriétaire de la maison. C'est donc la fiducie qui va payer taxes municipales, taxes scolaires. On est sûr que la maison va rester. Ou on va payer son logement, par exemple, cure de désintoxication, Exact. la nourriture et ainsi de suite. Donc, je viens protéger finalement mes actifs. Dans des cas d'handicap mentaux, bien, comme je ne lègue pas directement les biens à l'enfant, bien, ça n'affecte pas ses subventions ou les montants qu'il pourrait recevoir des instances gouvernementales. Donc, à ce moment-là, bien, je lui laisse de l'argent au-dessus de sa tête. Il n'en est pas propriétaire, mais je vais dire à mon fiduciaire, peux-tu lui donner des petites douceurs de la vie? Payer des choses pour améliorer son quotidien. Exactement, c'est en plein ça. Donc, il y a ce type de fiducie-là qu'on peut créer aussi. Deuxième raison que j'ai mis au deuxième objectif, c'est le contrôle. Pourquoi le contrôle? C'est qu'encore une fois, vous comprenez que mon enfant, là, que je désigne bénéficiaire dans ce cas ici, il n'est pas propriétaire des biens. C'est la fiducie qui en est propriétaire. Ça veut dire quoi? Il ne peut pas en disposer comme il veut, mon enfant. Il ne pourrait pas dire, j'ai une nouvelle blonde ou un nouveau chum, je vais lui léguer des biens ou donner des biens qu'il y a dans la fiducie. Ça n'y appartient pas. Je ne peux pas donner ce qui ne m'appartient pas. Donc, je viens contrôler finalement un peu tout ça. Et on voit beaucoup des fiducies testamentaires dans le cas de famille recomposée. L'exemple, j'ai eu 2 enfants d'un premier mariage, ma conjointe a eu 2 enfants d'un premier mariage, et là, on est ensemble. Et je dis, ben écoute, je veux bien léguer des choses à ma conjointe, mais ce que je lui lègue à elle quand elle va décéder, je veux que ça revienne à mes enfants, à moi. Je ne veux pas léguer des choses à elle pour qu'après ça, elle donne ça à ses enfants, puis les miens n'auront rien. Ou encore pire, je ne veux pas léguer à elle qu'elle se fasse un nouveau chum, puis ça soit le nouveau chum qui en élève. Ça, on l'a souvent comme chez messieurs, surtout, sont anxieux par rapport à ça. Mais donc, je pourrais dire, bien, ce que je lègue à ma conjointe, je vais lui léguer en fiducie. C'est donc pas elle qui en est propriétaire. L'argent est dans une fiducie. Je vais nommer un fiduciaire. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais la loi prévoit que ça prend toujours au moins un fiduciaire neutre et impartial. Le fiduciaire, ce n'est pas obligé d'être fiducie Desjardins, Trust Banque Nationale. Je ne veux pas faire du name dropping, fiducie Trust Banque Royale. En bref, ça pourrait être un membre de la famille plus éloigné. Ça pourrait être un professionnel, ça pourrait être un ami. Mais en bref, ça nous prend au moins une personne qui est neutre, qui n'est pas un des bénéficiaires ou un héritier éventuel. Et donc, je vais dire, parfait, il y a de l'argent dans la fiducie pour ma conjointe. Tous les revenus, donc je place cet argent-là et les revenus que ça génère, ça va être déposé directement dans le compte de ma conjointe. OK? De cette façon-là, ben, elle a au moins ces revenus-là de placement qui sont déposés dans son compte à elle. Et le reste, elle ne peut pas gruger plus que 10 15, 20, 25, 50 comme vous voulez, du capital, parce que je vais être sûr qu'à son décès, il reste du capital à remettre à mes enfants à ce moment-ci. Donc, je viens contrôler. Je dis, hey, je te lègue ça à toi, mais quand tu vas décéder, ben, qui va devenir le bénéficiaire de la fiducie? Ça va être mes enfants. Donc, j'ai un contrôle post-décès sur, ben, je te lègue des biens, mais je m'assure qu'à ta mort, ça revienne à mes enfants dans cet exemple-là. Je pense que la question qu'on va se poser beaucoup de monde, c'est versus prendre cet argent-là puis le donner à ma conjointe actuelle, versus faire une fiducie, est-ce que l'impact fiscal est le même? Est-ce que ma conjointe, techniquement, il y a un roulement? Oui. Mais si je le fais dans la fiducie, est-ce qu'il y a un roulement? Oui. C'est ça qui est le fun. Oui, c'est ça qui est le fun. Il y a le roulement à condition que la conjointe reçoit qu'elle soit la seule bénéficiaire et elle reçoit tous les revenus annuellement de cette fiducie-là. Fait qu'il y a des paramètres, le notaire va bien vous orienter là-dedans, mais oui, je pourrais avoir le roulement fiscal. La différence, par contre, s'il en est une, je ne peux pas léguer des REER dans une fiducie ou des FER. Non. Pourquoi? Parce que c'est un particulier seulement qui peut détenir des REER. Une compagnie ne peut pas détenir des REER. Même principe pour une fiducie, ça prend un particulier. Donc, des REER, je ne pourrais pas les transférer dans une fiducie, mais tout le reste, un chalet, un immeuble à revenus. Tout ce qui n'est pas enregistré, en fait. Oui, pourrait être transféré. Dans une fiducie testamentaire. Exactement. Donc, je voulais en parler parce que vous voyez dans les objectifs, on ne parle pas d'impact fiscal. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, les gens me disaient, pour que je crée une fiducie, ça me prend au moins 3 millions d'actifs. On n'est pas là-dedans. Des fois, c'est une raison de protection, tout simplement. Je parlais d'enfants avec certaines problématiques, des enfants mineurs. Hein? Ça ne sera pas toujours des fiducies très complexes, mais on va dire, écoute, je voudrais donner la meilleure protection possible pour être sûr que l'argent ne soit pas dilapidé par mes enfants trop jeunes. Donc là, je pourrais léguer ça dans une fiducie. Ça va pour ça? Interaction entre le patrimoine familial, le régime matrimonial et la succession. J'en ai parlé brièvement tantôt. Je vous ai même parlé d'un jugement de la Cour d'appel. Je sais que vous aimez ça, aller lire des jugements. Donc, vous pourriez aller lire La marche contre les Widholm. En bref, c'est un jugement de la Cour d'appel qui est venu dire quoi? Quand je décède, le mariage est dissous. Et si on dissout le mariage, la première étape d'un règlement de succession, c'est de régler le patrimoine familial, donc faire le partage du patrimoine familial, le partage du régime matrimonial. Et ensuite, on va appliquer le règlement de la succession, donc lire le testament. Donc, je m'adresse et je vous regarde dans les yeux à tous ceux et celles qui avaient été mariés, séparés et non divorcés. Genre, on en a beaucoup de ces clients-là. Ils se disent, écoute, on s'est séparés à l'amiable, on a partagé nos biens, mais on n'est pas allé chercher de jugement de divorce.
ça coûtait trop cher, ou c'était trop compliqué, en bref. Ou il y a des gens qui disent, je peux aller chercher le jugement de divorce parce que j'ai un fonds de pension à quelque part, puis c'est juste le conjoint qui pourrait avoir la rente réversible ou la rente du conjoint survivant. Oui. Fait que je ne vais pas chercher le jugement de divorce, mais sachez qu'au jour de votre décès, il va falloir que quelqu'un le règle, ce divorce-là. Oui. Hein, ça va être le liquidateur de la succession. Donc, on va devoir régler le patrimoine familial, le régime matrimonial et ensuite appliquer la succession. Je parlais tantôt de mettre une clause dans le testament de renonciation sélective. Là, je ne veux pas mélanger personne, mais le patrimoine familial, selon le jugement de la Cour d'appel, va dans les deux sens. Là, tu me dis, je ne comprends pas ce que tu me dis. OK? Je vous donne deux cas de figure. Premier cas de figure, puis je vais exagérer l'exemple pour que ça soit clair pour tout le monde. Je fais un testament, OK? Donc, moi, je suis marié avec une dame depuis 40 ans, la vie est belle, il n'y a pas de problème, je meurs dans un accident d'auto, on fait des recherches testamentaires, Chambre des notaires barreaux, trouve mon dernier testament, et bang, je lègue tout à ma collègue de travail que j'aime beaucoup. Ma conjointe, sous le choc, se dit c'est pas vrai que cet écœurant-là me lèguera rien au jour de son décès, je l'ai enduré 40 ans, je vais hériter de quelque chose. Donc, oui, si on était mariés, on va régler le patrimoine familial, le régime matrimonial. Dans l'exemple que je donne, c'est moi qui est propriétaire de la maison, j'ai des REER, les biens sont à mon nom. Parfait, on donne la moitié de la valeur de la maison, du REER et tout ça, à la conjointe avec qui je suis marié. 40 ans, là. Puis le reste s'en va à la collègue de travail à ce moment-ci. Je prends le même exemple. OK? Je meurs, testament, tout est légué à la conjointe de travail, mais c'est ma conjointe mariée qui hérite, qui est propriétaire de la maison, du REER, qui a un fonds de pension, puis moi, j'ai rien. J'étais un entrepreneur, tout était dans une société, une compagnie. Oui. Je suis marié en séparation de biens. Et là, c'est elle qui va devoir, ma conjointe mariée, donner la moitié de la valeur des REER, la moitié de la valeur de la maison à la collègue de travail. OK? Fait que quand je dis ça va dans les deux sens, là, je donne ça, collègue de travail. J'espère que ma conjointe n'écoute pas aujourd'hui, mais ça pour dire, c'est un exemple fictif, mais souvent, on va le voir pour les enfants. Oui. Hein? Tu sais, je vais faire un testament en disant, ben écoute, je vais léguer mes biens à mes enfants. Puis je l'ai vécu, hein, fait vécu, là. Monsieur et madame sont mariés ensemble, font un testament holographe, un petit paragraphe. Monsieur lègue tout à madame, parce que c'est lui qui est propriétaire de tout. OK? Madame a un petit compte bancaire, puis elle a dit, ben chérie, tu n'en as pas besoin. Je vais léguer mes biens à nos deux enfants. Madame souffre de la maladie d'Alzheimer, ça dure plusieurs années, malheureusement. Pendant ces années-là, monsieur s'est accoquiné de la meilleure amie de madame. Les enfants ont trouvé ça inapproprié, ils ont perdu le lien avec leur père. Madame décède, qui hérite? Les deux enfants. Et les deux enfants se disent, parfait, papa, tu nous dois la moitié du chalet, la moitié de la maison, la moitié de tes REER. On n'est pas content de ce qui s'est passé avec maman. Et donc, on va le voir, ce genre de situation-là. Oui. Donc, je peux mettre des clauses dans le testament pour l'éviter et faire en sorte qu'on applique le testament comme vous le voulez. Dans ce cas-là, ben, allez voir un notaire, faire votre testament. Parce que ce n'est pas dans le testament holographe que vous allez être capable de pondre une clause qui va éviter l'application du patrimoine familial. Donc, quand je parle de l'impact de la dissolution du mariage, ben, on veut le voir ici, en l'ouverture du droit du patrimoine familial, du régime matrimonial. Dans certains cas, il peut y avoir une prestation compensatoire. J'en parle de la prestation compensatoire. Pourquoi? C'est les gens qui donnaient une pension alimentaire à des enfants ou à un ex-conjoint. Les gens me disent, ouais, mais qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Je donnais une pension à mon ex-conjointe, si je meurs, est-ce qu'elle tombe? Bien oui, elle tombe, mais je vais avoir un montant de prestation compensatoire à remettre à l'ex-conjoint, donc un montant forfaitaire fixe à ce moment-là, qui va dépendre finalement, est-ce que je lui lègue des choses par ailleurs à l'intérieur du testament, est-ce qu'elle a d'autres avantages au décès? Mais en bref, l'héritier n'aura pas une pension à verser toute sa vie à l'ex-conjoint. Il y aura un montant à remettre directement comme prestation compensatoire. Donc, puis là, j'ai mis exigibilité des donations à cause de mort contenues dans le contrat de mariage. On en a parlé d'entrée de jeu au début de la formation. Ça va pour ça? L'union parentale. Tout nouveau. Tout nouveau, hein, la loi 56 pour les initiés. Donc, hein, l'union parentale qui est entrée en vigueur le 30 juin 2025. Donc, c'est vraiment tout récent. Donc, c'est cet été. Juste pour que ça soit clair pour tout le monde, hein, ça s'applique à qui? Aux conjoints de fait qui ont eu ou qui auront des enfants adoptés ou nés après le 30 juin 2025. Oui. J'ai 4 enfants qui sont tous nés avant le 30 juin 2025. La loi 56 ne s'applique pas à vous. OK? Les enfants doivent être nés ou adoptés après le 30 juin 2025 et que vous soyez en couple, en union de fait. Et ça, c'est important à savoir parce que je pourrais rencontrer une dame, elle tombe enceinte, mais on n'est pas en couple. Non. L'enfant naît, il n'y a pas d'union parentale. L'union parentale pourrait naître ou exister à partir du moment où on commence à être un couple en union de fait à ce moment-là. Fait que ça prend 2 critères, conjoint de fait et un enfant né ou adopté après le 30 juin 2025. Ça crée quoi? Un patrimoine d'union parentale. Je ne sais pas si tu voulais faire. Oui, j'ai une question, c'est quelqu'un qui a la situation où j'ai 4 enfants avant.
ça ne les empêche pas d'adhérer par la suite s'ils le voulaient. En effet. Mais ils sont pas obligés. Parce ça. que là, c'est des choix familiaux où le notaire vient pas d'avoir cette conversation. Est-ce que ça vaut la peine d'être dedans, Ouais. de sortir et de bien comprendre l'impact dont le patrimoine union parentale? Exactement, c'est en plein ça. Parce que si j'ai mes 4 enfants avant le 30 juin 2025, en effet, je pourrais signer un document sous seing privé, donc devant 2 témoins ou notarié, pour que la loi s'applique à nous. Hein, mais elle ne s'appliquera pas automatiquement. Alors que si je suis en union de fait et qu'un enfant naît ou on l'adopte après le 30 juin 2025, la loi s'applique automatiquement à nous. Mais poursuivons dans cette même veine-là. La loi prévoit quand même, ça c'est vraiment à l'inverse de ce qu'on voyait pour les couples mariés, qu'on peut s'exclure du patrimoine d'union parentale. On ne peut pas s'exclure de la loi sur l'union parentale, mais je pourrais dire, je vais chez le notaire dans les 90 jours suivant la naissance de l'enfant ou la création de l'union parentale pour me soustraire du patrimoine. Bon, tu vas me dire que tout le monde a juste ça à faire dans les 90 jours suivant la naissance d'un enfant, amener bébé et maman chez le notaire signer un acte, mais en bref, c'est ce que la loi prévoit. Si on signe dans les 90 jours un acte notarié pour s'exclure du patrimoine d'union parentale, le patrimoine n'a jamais existé. Hein? Donc, il n'y a pas de calcul à faire, il n'a jamais existé, point à la ligne. Les autres choses prévues dans la loi vont continuer de s'appliquer, par contre. On va en parler dans quelques minutes. La loi prévoit aussi que je peux modifier le patrimoine d'union parentale, même après les fameux 90 jours, en tout temps. Donc, oui, la loi s'applique à nous. Et là, ben, vous dites, mon Dieu, j'ai suivi une formation avec Maître Lavoie. 2 ans plus tard, avec Maître Lavoie, j'ai appris la création de tout ça. Ça ne fait pas notre affaire aux deux, parce que ce n'est pas unilatéral. Les deux vont chez le notaire. On pourrait dire, oui, je comprends, là, puis vous le voyez, là, ce qui fait partie du patrimoine d'union parentale, ce sont les résidences qui servent à l'usage de la famille. Donc, les maisons ou chalets dans lesquels on a des activités, dans lesquels on habite, les meubles qui servent à l'usage de la famille et les véhicules automobiles qui servent à l'usage de la famille. Donc, on pourrait aller chez le notaire et dire, ben, nous, la maison, on ne voudrait pas qu'elle fasse partie du patrimoine de l'union parentale. On signe un acte notarié et on vient le modifier. Si on le modifie, la loi, ce qu'elle prévoit, c'est qu'il faut faire le calcul comme s'il y avait eu dissolution du patrimoine. Et donc, ça va peut-être mener à une créance. Parce qu'il y en a un qui doit de l'argent à l'autre. Et ça, on doit le mettre de façon notariée, claire. Il n'y a pas de montant d'argent à verser au moment de la modification. Mais s'il y a rupture éventuellement de l'union parentale, là, je vais ressortir le fameux papier et dire, tu te souviens, on l'a modifié dans le temps, ça me donnait une créance. Il doit à 25 000, 50 000, peu importe, à cause du déséquilibre. Exactement, c'est en plein ça. Donc, on va regarder ça. Puis rapidement, le patrimoine d'union parentale, tu parlais de déséquilibre, c'est un bon point. C'est pas un droit de propriété que ça donne. Non. C'est un droit de créance. Pour donner un exemple, là, mettons que c'est moi qui est propriétaire de la maison uniquement. La maison, je l'ai acquis pendant l'union parentale. Il n'y a pas d'hypothèque dessus. On va prendre quelque chose de clair, là, facile. La maison vaut 600 000. Il y a rupture de l'union parentale. Je suis le seul propriétaire, pas d'hypothèque, acquis pendant l'union. Ben, je vais devoir quoi? 300 000 à la conjointe ou à l'ex-conjointe dans ce cas-là. Je reste le seul propriétaire de la maison. J'ai un chèque à remettre à l'autre en vertu de l'union parentale à ce moment-ci. C'est important à savoir. Vous le voyez, en patrimoine d'union parentale, on ne parle pas de REER, de fonds de pension, de Régie des rentes du Québec. Hein? On a décidé d'exclure ça. Tout ce qui est tangible, je dirais, les résidences, les meubles, les véhicules, c'est ça. C'est ça, le patrimoine d'union parentale, c'est tout. On n'a pas inclus rien d'autre là, que ces éléments-là. Puis, autre chose, ben, ça peut donner droit à la prestation compensatoire. C'est quoi une prestation compensatoire? C'est que la loi dit, s'il y a rupture du couple, on n'adopte pas le régime de pension alimentaire. Hein? Donc, on exclut ce concept-là. C'est un concept qui existe pour les gens mariés, mais il n'y a pas de pension alimentaire. Mais la prestation compensatoire, ce serait quoi? Il y en a un qui s'est appauvri et l'autre s'est enrichi à cause de l'appauvrissement. Ça veut dire quoi? Je donne exemple 100 000 à ma conjointe qui démarre une entreprise. Je me suis appauvri de 100 000 et elle, avec le 100 000, ben, ça a créé une entreprise florissante qui vaut 2 millions. Comme je me suis appauvri, elle s'est enrichie, je pourrais réclamer un montant. Et la loi dit que c'est le moindre de l'appauvrissement ou de l'enrichissement. Fait que le moindre des deux, c'est 100 000. Et donc, j'aurais droit à 100 000 à le récupérer dans un cas comme celui-là. Et l'autre, ben, je dis le conjoint a vocation d'hériter du tiers de la succession en l'absence de testament. Donc, je meurs sans testament, mais automatiquement, le conjoint hériterait du tiers. Et, alors que si, et les enfants prendraient le 2 tiers, exactement. Alors que si je ne suis pas en union parentale, ben là, le conjoint, de fait, hérite de rien si je n'ai pas de testament. Donc, c'est un ajout qui est quand même important à l'intérieur de la loi. Ça va? Les 6 étapes d'une succession. Là, vous allez me dire, mon Dieu, il est rendu midi 45. Je l'ai fait de façon succincte, OK? Parce que, oui, puis il y a des capsules qu'on a créées là-dessus. On a fait des webinaires aussi sur les étapes d'une succession.
Mais là, je vous ai créé un tableau clair, 6 étapes, un one-pager, je m'excuse, là, j'essaie de trouver le mot français, mais donc une page claire. Première étape, identifier et appeler les successibles. Preuve de décès, c'est le certificat de décès du directeur de l'État civil. La dernière fois que j'ai donné un webinaire, je disais que c'était 6 mois à l'obtenir. Maintenant, selon le site, c'est 6 semaines. Puis j'ai beaucoup de dossiers où c'est 3 à 4 semaines avant que je le reçoive. C'est beaucoup mieux que c'était. Ça nous prend les recherches testamentaires, Chambre des notaires, barreau et le testament. En l'absence de testament, bien là, ça prend un acte notarié, qui est une déclaration d'hérédité dans laquelle on confirme qui hérite selon la loi et dans quel pourcentage. Et les héritiers vont choisir entre eux le liquidateur de la succession. La deuxième étape, c'est quoi? C'est le liquidateur doit faire un inventaire des biens de la succession. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est quelque chose, en effet, mais il faut le faire. Oui. Puis il y a des raisons pour lesquelles on le fait. Premièrement, c'est une obligation. La loi oblige le liquidateur à le faire, sauf si l'unanimité des héritiers dispense le liquidateur de le faire. Fait que si j'ai un héritier mineur ou inapte, automatiquement, je n'ai pas le choix de faire l'inventaire. Il ne peut plus me dispenser de le produire à ce moment-là. OK? Donc, on va prévoir cet inventaire-là. Ça protège les héritiers. Pourquoi ça protège les héritiers? Parce que quand je fais l'inventaire, donc le bilan, je veux une photo actif-passif au décès, je publie un avis de clôture d'inventaire dans un journal. Maintenant, c'est le devoir qu'on utilise principalement. C'est un des derniers papiers qui est distribué au Québec. Et au RDPRM, le registre des droits personnels et réels mobiliers. Je ne publie pas les chiffres, je publie juste le fait que l'inventaire a été produit. Si je le fais, ça fait en sorte que les héritiers ne sont pas tenus responsables des dettes au-delà de ce qu'ils ont reçu en héritage. Exemple, mon père meurt, j'hérite de 10 000, je le prends, la vie est belle. 6 mois après, quelqu'un cogne à ma porte en me disant « Ton père me doit 100 000 ». C'est vrai, là, il y a vraiment un papier de signé. Si j'ai fait l'inventaire, je l'ai publié, je donne le 10 000 que j'ai reçu, je ne suis pas responsable du reste de la dette. Si je ne l'ai pas publié ou je ne l'ai pas fait, il faut que je trouve 100 000 et que je paye le créancier. OK? Et donc là, on s'adresse majoritairement à des gens qui sont ingénieurs. Il y en a certains pour qui vous avez une responsabilité professionnelle, je ne veux pas dire plus importante, mais je donne toujours le même exemple. Puis d'ailleurs, ça touche un ingénieur en début de carrière. Ingénieur, il a signé des plans pour la construction d'un aréna. Malheureusement, il y a un des murs de l'aréna qui s'est effondré. Grosse perte pour la ville. Il n'y a pas eu de décès, là, heureusement, et tout ça. Et bien, l'ingénieur en question était décédé au moment où c'est arrivé. Donc, la ville poursuit qui? La succession. Oui. Succession, c'est la conjointe qui vient me voir dans mon bureau en me disant « Maître Lavoie, j'ai reçu une poursuite. Qu'est-ce qui se passe? C'était pour mon mari, mais je ne comprends pas pourquoi je suis responsable. » Première question, avez-vous fait l'inventaire? Avez-vous fait la publication requise au RDPRM et dans le journal? Réponse classique, ben non, Maître Lavoie, j'étais la seule héritière, seule liquidatrice, je savais ce que mon mari avait, j'ai fait ça moi-même tout seul chez nous. Et malheureusement, ce que je lui dis, c'est quoi? Comme vous n'avez pas fait d'inventaire, pas de publication, vous êtes responsable. Donc, on appelle l'assurance responsabilité, il y avait eu une faute quand même majeure, l'assurance voulait plus ou moins couvrir. En bref, c'est un gros montant d'argent. Alors que si elle avait fait au moins l'inventaire avec les publications, ça se serait limité à ce qu'elle a reçu en héritage, donc beaucoup moins que le patrimoine au grand complet. En bref, la morale de l'histoire, c'est que dès que j'ai un professionnel devant moi, que ce soit un ingénieur, un notaire, un avocat, un médecin, peu importe, on fait l'inventaire. L'autre cas classique que j'ai vu, c'est quoi? Poursuite pour vice caché. Toujours la question que je pose. Oui, la maison que papa a présentement, vendez-la sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur. Comme ça, la succession ne sera pas responsable d'un vice caché éventuel. Mais la vraie question, ou la question que je pose principalement, c'est quoi? Est-ce que papa a déjà été propriétaire d'une maison avant son décès? Est-ce qu'il l'aurait vendue avec garantie légale à quelqu'un? Si la réponse c'est oui, une poursuite pour vice caché, le délai de prescription, le délai pour poursuivre pour vice caché, c'est pas de 3 ans de la vente de la maison, c'est pas 3 ans du décès, c'est 3 ans de la connaissance du vice. Autre fait vécu, monsieur construit une maison dans les années 80, autoconstructeur, OK? Il décède, en début de pratique, c'est peut-être en 2008. Le règlement de la succession se fait à bonne franquette par les enfants. Pourquoi? Les 3 enfants, monsieur est en CHSLD, plus de meubles, un petit compte bancaire. Il restait 33 000 $, ils l'ont séparé en 3, 11 000 $ chaque. C'est fini, pas de notaire impliqué, ainsi de suite. Poursuite pour vice caché, qui est arrivé en 2012. Les enfants disent « Oui, mais papa est mort en 2008, il n'y a personne qui peut revenir contre nous, la maison a été vendue en 82. » Mais oui, il s'avère que c'est lui qui l'a construit, il l'a mal construit, il y avait un vice à ce moment-là, c'est la succession qui en était responsable. Même principe, vous faites l'inventaire publication? Ben non, c'était facile. Ben, automatiquement, oui, ils sont responsables, oui, il a fallu qu'ils payent, et ça a été une poursuite d'à peu près 200 000, alors que ça aurait pu être limité à 33 000 s'ils avaient fait l'inventaire. Donc, c'est les avantages de faire l'inventaire.
Puis l'autre principe, ben, c'est qu'au moins, ça informe les héritiers de ce qu'il y a dans la succession. Fait que c'est une raison de transparence. Pourquoi on demande au liquidateur de faire cet inventaire-là? Une fois qu'on sait que la succession est solvable, parce que si je fais mon inventaire et je me rends compte qu'il n'y a pas assez d'argent pour payer les dettes, je peux renoncer à la succession. Mais n'oubliez pas une chose, on a 6 mois de la date du décès pour pouvoir renoncer à une succession. Hein? Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas avoir commis de gestes qui font en sorte qu'on est présumé avoir accepté la succession. Hein? Ma papa meurt, je ne vais pas chercher de l'argent dans le compte de banque après son décès. C'est un geste d'acceptation de succession. Je ne paye pas des dettes après son décès. C'est un geste d'acceptation de la succession. Donc, je fais l'inventaire. Quand je suis sûr qu'il y a assez d'argent pour payer les dettes, là, je poursuis les autres étapes. Sinon, bien, je renonce à la succession par acte notarié. Et à ce moment-là, c'est le gouvernement du Québec, département des biens non réclamés, donc le ministère du Revenu, qui devient seul héritier et seul liquidateur de la succession. Oui, ce point-là est important parce que beaucoup de monde, des fois, ont peur de payer des intérêts, mais il faut appeler les institutions financières et dire et déclarer le décès. Là. Mon papa, il est mort. Moi, ça gèle le tout, puis certaines institutions financières, il y a des trucs qui doivent être faits, mais elle n'est pas payée, elle n'est pas cherchée, elle n'est pas vidée l'appartement. C'est des gestes qui peuvent dire on accepte. Oui, exactement. Fait qu'on fait rien, on touche à rien idéalement, ou on va voir son notaire pour avoir... C'est difficile. Je sais, les gens veulent veulent tout le monde veut le régler. Oui, puis ils veulent être dans l'action. Hein? Ou ils se font dire écoute, moi, j'ai sorti de l'argent de maman quand elle est morte après son décès, j'ai payé les frais funéraires avec. Peut-être qu'à un moment, c'était solvable, mais peut-être que papa ne l'est pas. Fait que prenez pas de risques. Puis, tu sais, il y a beaucoup de dossiers où on paye des cartes de crédit, exemple, 6 mois, 8 mois, 1 an après le décès. On ne paye pas d'intérêt. Tu sais, il faut relativer les choses. Là, hein? On informe ces gens-là, ils gelent les comptes bancaires, on obtient l'information, on fait l'inventaire, puis après ça, on accepte ou on renonce si c'est le cas. Hein? Après ça, on rapatrie l'actif, c'est sûr, c'est solvable. On ferme les comptes bancaires, on récupère les fonds à l'intérieur d'un compte de succession. Le compte de succession est obligatoire. Hein? J'ai beaucoup de clients qui me disent ouais, mais on était mariés depuis 40 ans. Pas grave, il faut que l'argent transite dans le compte de succession. Cependant, assurez-vous que l'institution financière transfère les REER d'un conjoint à l'autre dans un compte, pas dans le compte de succession. Il faut que ça passe d'un compte, d'un placement à l'autre. Même chose pour le CELI. Après ça, on fait la production des impôts. Et ça va être parallèlement à l'étape numéro 3. Il faut faire les impôts. C'est le créancier principal. Et l'impôt, là, on a jusqu'au 30 avril l'année suivante pour produire l'impôt, ou le gouvernement nous donne un 6 mois de plus si le décès a lieu en fin d'année. Donc, je meurs le 24 décembre. Le gouvernement dit 30 avril l'année suivante, c'est un peu trop short, hein? C'est un peu trop court pour te permettre de faire les impôts. On va te donner 6 mois de la date du décès, donc un délai supplémentaire. Mais quelqu'un meurt le 3 janvier, bien, on a jusqu'au 30 avril l'année suivante pour faire le rapport d'impôt. 1 an et 4 mois pour le produire. Donc, ça nous donne le temps de récupérer l'information. Mais ce qui est surtout important, c'est de compléter certains formulaires, hein, le MR14A au provincial et le TX19 au fédéral, pour avoir quoi? Les certificats de décharge. Hein, ça, c'est des lettres que les 2 paliers de gouvernement vous envoient au liquidateur pour dire liquidateur, on a vérifié tous les anciens rapports d'impôts. Tout est beau, vous pouvez distribuer l'argent aux héritiers sans problème. Parce que si le liquidateur distribue l'argent aux héritiers sans avoir ces fameux certificats de décharge, le liquidateur devient personnellement responsable des dettes fiscales. Oui, si j'ai mal fait mon travail, puis je dois de l'impôt, il faut que je les paye dans ma poche. Oui, parce que je ne peux pas retourner voir les héritiers et dire hey, héritier, je vous ai donné de l'argent avant, pouvez-vous me le remettre? Si les héritiers disent non, tu vas payer de ta poche à ce moment-là. Donc, il faut faire attention. Idéalement, on commande le certificat de décharge et le permis de distribution. Pourquoi je dis idéalement? Ce n'est pas obligatoire. Hein? C'est sûr que dans un cas où je suis le seul héritier, seul liquidateur de la succession de mon épouse, par exemple, peut-être que je ne les demanderai pas. Parce que le certificat d'échange protège le liquidateur pour pas que ce soit lui qui soit personnellement responsable. Mais si je suis le seul héritier, puis j'ai accepté la succession, je suis responsable de payer les impôts de mon épouse. Fait que même si j'enlevais mon chapeau de liquidateur, je reste avec la responsabilité d'héritier. Mais si moi, je suis le liquidateur d'une succession pour mes 4 frères et sœurs, je vais demander les décharges. Parce que s'il y a un problème fiscal, je veux qu'on paye les 4. Je ne veux pas être le seul à assumer la dette fiscale. Donc, je ne distribuerai pas les biens avant d'avoir les fameux certificats de décharge. Après, le liquidateur va rendre compte de sa gestion aux héritiers. Donc, il faut garder toutes nos pièces justificatives. Hein, on va mettre à jour notre inventaire, mais je garde tous les relevés fiscaux, toutes les factures. Je vais être capable de faire une conciliation bancaire à la scène près de tout ce qui est rentré dans le compte, tout ce qui est sorti du compte, pour que je sois capable de dire aux héritiers, regarde, j'ai bien fait ma job, voici à la scène près ce qui reste, voici ce que je te donne, j'ai fait les rapports d'impôts, j'ai obtenu les décharges. Si tu es d'accord et satisfait de ma gestion, tu vas signer une quittance pour me libérer de mon rôle de liquidateur, confirmer que j'ai fait un bon travail. Et une fois que j'ai la quittance de tous les héritiers, à ce moment-là, je vais distribuer l'argent. Je ne sais pas, je reçois une quittance, je donne l'argent. C'est quand je l'ai de tout le monde,
là, je la remets. Pourquoi? Si le dernier qui assigne pas dit hey, moi, je pense que tu n'as pas fait ton travail, viens, je te poursuis. Bien là, ça me prend de l'argent pour être capable de me défendre comme liquidateur. Engager un avocat, donc j'ai besoin d'avoir des sous ou l'argent nécessaire. Si jamais cet héritier-là avait raison, j'ai fait une erreur, bien là, je ne peux plus aller recogner à la porte des autres et dire hey, j'ai fait une erreur, je t'en ai trop donné. Pourrais-tu me le remettre? Les héritiers pourraient dire non, tu me l'as donné, je l'ai, je t'ai signé une quittance, c'est terminé. Donc, il faut faire attention. Et donc, on va délivrer les biens une fois que j'ai les quittances de tout le monde. Fait que liquidateur, là. Ah, c'est. Oui. Responsabilité et obligation. C'est à peu près ça. Et comment je pourrais faire pour aider le liquidateur de la succession? Faire le bilan patrimonial. OK? Le bilan patrimonial, ce n'est pas un bilan avec des chiffres. C'est un bilan avec qui je dois contacter. C'est qui votre notaire? C'est qui votre planificateur financier? Où sont vos polices d'assurance vie? Avez-vous un fonds de pension à quelque part? Où sont vos biens? Où sont vos rapports d'impôts? Qui est votre comptable? Oui. J'ai besoin d'avoir ces informations-là. Et donc, le bilan patrimonial va me permettre de les avoir. Soit vous le faites maison. Et je sais, pour avoir plusieurs clients ingénieurs, puis je travaille souvent avec toi, très clair, là. c'est très clair. Ils ont souvent leur fichier Excel, mais imprimez-le. Pas avec les chiffres nécessairement, là, avec les avoirs, mais faites-en un, peut-être réduit juste avec l'information, parce que des fois, c'est difficile d'avoir accès à l'ordinateur au moment du décès. Donc, assurez-vous qu'il y en a au moins une copie, que la regardez, c'est sûr, on ne veut pas avoir les NIP, on ne veut pas avoir les valeurs, mais juste à quelle porte cogner pour être sûr de ne pas passer à côté de quelque chose. Parce que ça n'existe pas au Québec ni au Canada un registre pour dire Éric Lavoie est décédé, voici son numéro d'assurance sociale, dites-moi où sont ses comptes bancaires, ses assurances-vie, ça n'existe pas. Donc, le liquidateur est aussi un détective. Hein, il doit fouiller, des fois, je dis aller à la pêche là, pour essayer de trouver de l'information. Donc, si vous l'avez bien colligé, l'information dans un bilan, ça va être plus facile pour le liquidateur. Même principe, si vous devenez inapte, ça serait plus facile pour le mandataire de récupérer cette information-là. Donc, dans le temps des fêtes, on fait notre bilan, on l'imprime à chaque année, on enlève l'ancien. S'il n'y a pas de changement, mais tant mieux, mais au moins, on a une idée où est-ce qu'on est. Exactement. Puis si jamais vous le voulez, vous pouvez l'enregistrer à la Chambre des notaires. Fait que vous dites à votre notaire en faisant votre testament, moi, j'ai un bilan, je veux le déposer. Et ça va être enregistré avec votre testament. Donc, quand on va faire les recherches testamentaires, Chambre des notaires, barreau, le bilan patrimonial va sortir en même temps. Et donc, on va être sûr que le liquidateur va pouvoir en avoir une copie entre ses mains pour faciliter finalement son dossier de règlement de succession. Parfait. Il reste un peu de temps pour des questions. Je regardais ça tout en le long. J'ai jamais vu autant de questions rentrer. Donc, il y en a. c'est bon. On en a. Soit j'ai vraiment pas été clair ou. Non, il y a beaucoup de questions. Je pense qu'on en a pas une cinquantaine. Donc, je vais essayer d'en faire quelques-unes globalement parce qu'il y a beaucoup de questions sur contrat de mariage. Oui. J'étais marié, je veux léguer. Puis c'est souvent la passation entre conjoints. Donc, je n'ai pas remarqué. Donc, si je détiens des fonds, est-ce que je peux les léguer directement sans les encaisser à un légataire ou à quelqu'un? Ça dépend c'est qui. De ce que je comprends. Si c'est une conjointe, ça se fait. Et si c'est des enfants ou quelqu'un d'autre, c'est plus compliqué. Mais je trouve une disposition présumée pareil. Oui, c'est ça que j'allais dire. Puis ça dépend des types de fonds. Hein? Le REER, je ne peux pas le léguer à mes enfants. Parce que là, il faut que je le décaisse, puis ça va être le cash qui va rester. Mais le REER, je peux le transférer à une conjointe. Mais des placements, un fonds de placement, je pourrais le léguer à mes enfants. Mais comme tu dis, il y a toujours la disposition présumée. Je suis encore toujours présumé avoir vendu mes fonds ou encaissé mes fonds la veille de mon décès. J'ai un impact fiscal, mais c'est une présomption. Je ne suis pas obligé de les décaisser. Je pourrais transférer le fonds tel quel, puis les enfants trouveront de l'argent ailleurs pour payer l'impôt. Oui, quand on a un couple marié en société d'acquêt, je pense que c'est important de le spécifier, quand j'ai des actifs dans un compte de courtage, donc j'assume que c'est un compte non enregistré, pas du REER, pas du CELI, puis un premier décès, est-ce que c'est transférable en franchise d'impôt à mon conjoint survivant? Oui. C'est pas de problème. C'est vraiment avec les enfants ou autre personne. Oui, exactement. Question intéressante sur le contrat de mariage fait à l'étranger, dans un autre pays. Oui. Est-ce que c'est valable pour la planification testamentaire au Québec? Mon mariage est reconnu, la réponse est... C'est oui, en effet. Mais là, il faut être sûr que votre mariage est reconnu dans le pays où vous l'avez fait. C'est toujours ça. Si je vais me marier à Las Vegas par Elvis, il faut que je m'assure qu'Elvis, qui m'a marié, était un officier compétent de me marier, puis qu'est-ce que j'ai est correct. Mais si oui, le contrat est valide ici au Québec. Peut-être, je veux le temps passer, je veux faire la finalité. Donc, je vais peut-être faire une dernière question, puis on va répondre aux questions, on va revenir aux gens. Donc, quand vous posez une question, on sait c'est qui, donc on va vous contacter dans les craintes. La vente de ma maison après mon décès, compte tenu que l'hypothèque n'est pas complètement remboursée à la banque, est-ce que la différence de gain après la vente et le remboursement devient imposable aux enfants qui en héritent? Là, c'est les enfants qui héritent. OK. En fait, là, je vais décortiquer un peu ça. Okay? Oui, il faut reprendre ça de A à Z. C'est ça, OK. Votre maison, je comprends que c'est votre résidence principale. Hein? On prend pour acquis qu'il n'y a pas d'autre résidence, ça, c'est la maison. Il n'y a pas de gain. Ouais, si c'est le cas, ben, vous êtes présumé l'avoir vendu la veille de votre décès. Et comme c'est votre résidence principale, il y a une exonération de gain capital. Donc, il n'y a pas d'impôt à payer.
il s'est transféré aux héritiers à ce moment-là. Je comprends qu'il y a encore une hypothèque dessus, mais les enfants sont présumés l'avoir acquis à sa juste valeur marchande au jour de votre décès. Il y a quand même une certaine présomption de dire que si l'immeuble est vendu dans l'année suivant votre décès, on présume que l'immeuble n'a pas pris de valeur entre la date du décès et le moment de la vente. Donc, si la maison n'a pas pris de valeur, ben à ce moment-là, il n'y a pas d'impact fiscal supplémentaire. Hein? Même si on rembourse l'hypothèque, même s'il y avait une plus-value, la question, c'est de savoir est-ce que l'immeuble a pris de la valeur entre le moment du décès et le moment de la vente. Si c'est vendu dans l'année, on va présumer qu'elle n'a pas pris de valeur, mais si c'est vendu au-delà d'un an... Là, il y a une étude qui doit être faite, puis il y a de l'impôt qui peut être payé. Oui, c'est en plein ça, parce que là, on va dire, ben, je l'ai acquis à sa juste valeur marchande au décès qui était 600, je l'ai vendu 800, ben, la différence entre les deux qui est 200 000, 50 du gain en capital est imposable, donc 100 000 est imposable par la succession ou sur la tête des héritiers, donc il y aura un impact fiscal. Fait que c'est pas le fait qu'on rembourse l'hypothèque qui va créer de l'impôt, c'est est-ce que l'immeuble a pris de la valeur entre la date du décès et le moment de la vente. Je pense qu'on pourrait faire l'autre 3 heures de questions. Ouais. Je voulais vraiment remercier tout le monde d'avoir participé. Si vous avez des questions, vous pouvez nous rejoindre. Ça va nous faire plaisir de pouvoir répondre. Bien sûr, on est planificateurs, donc on a certaines connaissances de base, mais on a la chance d'avoir des experts avec qui on peut travailler. Donc, vous êtes les bienvenus à contacter l'équipe de Féric. N'oubliez pas aussi Génium, si vous avez des questions sur l'étude salariale, vous la procurez encore. La promotion est jusqu'à demain, 11h59. Donc, vous pouvez toujours les contacter au besoin à ces effets-là. Et on vous rappelle que la prochaine rencontre sera au début décembre, le 5 décembre, avec notre fiscaliste Nathalie Hott, que nous avons fait 3 ou 4 ans maintenant qu'elle vient avec nous. Donc, on est très contents. Vous pouvez vous inscrire directement maintenant. Rappelez-vous que vous allez recevoir un sondage par la suite. Donc, on vous aimerait que vous puissiez le remplir pour savoir en fin de compte votre appréciation sur la rencontre d'aujourd'hui. Alors, je veux que les tuneurs, je veux respecter le temps de tout le monde. On voudrait vous remercier d'avoir participé aujourd'hui à notre webinaire et on vous dit merci. Et au nom de tout le monde, équipe de Féric, au nom de Maître Lavoie, merci beaucoup et à la prochaine.